Bonjour à tous, nous sommes mardi 28. On commence donc par corriger les exercices de la page 105. Alors le 1, je ne sais plus, enfin je vous avais dit toute la page, donc il était au-dessus de la petite leçon. On vous demandait, c'était juste une observation, voilà, donc selon les lettres qui sont derrière le préfixe in, eh bien le préfixe in lui-même change de forme avec in, il, im, etc. Voilà, donc vous pouvez répondre à cette question, mais ça fait à peu près depuis le CE1 que vous savez que le N se transforme en M devant MBP. Donc pour le 1, c'était vraiment pas très difficile. 2. Donc complétez chaque série avec le préfixe indiqué et la bonne variante surtout. Donc configuration, collégiale. Alors comme je vous disais, ces exercices sur le vocabulaire, ils m'intéressent surtout pour enrichir votre vocabulaire et puis parce que dans la poésie, on va vraiment fonctionner en sonorité. Et puis quand vous allez devoir écrire une poésie à la fin de la séquence, il va falloir que vous jouiez un petit peu sur ces sonorités, sur ces mots. Donc voilà, quand on a un mot de la même famille, on peut s'amuser avec les sonorités des mots de cette même famille. Il y a d'ailleurs des poèmes entièrement bâtis sur ce procédé d'avoir un mot et tous ses dérivés. Donc les mots d'une famille, on appelle ça des dérivés. Donc par exemple, pour, je ne sais pas, passion, voilà, compassion, c'est un mot dérivé, passionnel, c'est un autre dérivé, etc. Donc configuration collégiale. Donc collégiale, c'est par exemple une décision prise par un ensemble de personnes. Un collège, ce sont des gens donc ensemble. Correspondance ici, donc la famille du mot c'est répondre, hein, respondre en ancien français, compassion, colistier, donc quelqu'un qui est en liste avec vous, et combustion, c'est l'idée donc de se consumer. Ce préfixe latin cum, qu'on prononce cum, est à l'origine du con, col, corps, etc. que vous avez ici dans la première ligne. Le préfixe latin in, qui est tel quel, hein, il n'a pas évolué, donc on a inconfort, irrésistible, illégitime, impensable, immonde. Ça vous explique aussi pourquoi on a des doubles consonnes. C'est en fait le in qui, on peut dire, s'est aggloméré quasiment dans la consonne qui suit, et toutefois on en trouve trace hein, puisqu'on va la doubler cette consonne. Voilà, le R, le N se transforme en R et va former la double consonne irrésistible, illégitime, immonde, etc. Voilà pour le 2. Hop, 3. Former des mots en ajoutant un préfixe de la leçon à chaque radical. Donc, je pense que ça n'a pas été trop difficile pour vous. Irréel, donc avec 2 R, impertinent, support, illicite, suffixe, improbable et collectif. Donc le support et le suffixe viennent du préfixe sub, qui veut dire en dessous, donc sub en latin. Et donc, on a un collectif avec 2 L, hein, ça peut aussi vous aider à retenir l'orthographe des doubles consonnes. Donc, vous voyez que le sub, c'est le même procédé, hein, le B est devenu la même consonne que celle qui suit et ce faisant la redouble. D'où le 2P et le 2F à support et suffixe. Hop. Donc ensuite, on avait un autre petit bout de leçon où on vous explique justement que, c'est ce que je vous disais, hein, si on peut le lire vite, c'est surtout les exemples qui sont intéressants. Donc le ad latin va un petit peu bouger, hein, c'est le D qui varie selon les mots. Donc on a par exemple, il disparaît tout simplement abordé, on n'a pas adbordé. Anéantir, on le retrouve par contre bien dans adjoint, mais pas dans adjuster, hein, c'est bien ajuster. On le retrouve dans admis, mais pas dans amener, et ainsi de suite. Et puis le D peut donc être redoublé, comme on vient de le voir, pour sub et pour l'autre préfixe in. Par exemple ici, affaibli, allégé, apport, arriver avec 2 R, assister 2 S et attendre 2 T. Donc tout ceci, ce sont, même si vous n'en aviez pas conscience, des préfixes qui sont là en fait collés, le verbe attendre, on ne réfléchit pas tous les jours que c'est a plus tendre, mais pourtant c'est bien le cas. Donc voilà, petit bout de leçon. Alors c'est l'application surtout qui nous intéresse. Donc voilà donc les préfixes qu'il faut utiliser. Donc ce ne sont pas toujours les mêmes. On a
enfin plutôt ils vont donc varier, c'est toujours le préfixe ad, mais qui évolue. Donc aggloméré avec 2G, hein, c'est ça cette bizarrerie à l'origine de ces 2G. Acquiescer, c'est pour ça qu'on a un C suivi de QU, ce qui est quand même, ce mot-là, il est en orthographe, franchement, il n'est pas facile, hein, avec son SC ici aussi. Donc ça, c'est un bon mot de vocabulaire à engranger pour vos dialogues, par exemple. Attendrissement donc de T, assoiffé, accession, approbation. Donc là, on était dans les doubles consonnes, enfin, sauf le acquiescer. Adjonction, hop là, DJ, arrangement double consonne, adhésion et agrément. Et là, c'est un peu casse-pied parce qu'à agglomérer, on avait 2G, mais pas à agrément. Et oui, rien n'est simple, hein. Ah oui, j'ai pas fait de petit topo sur le vocabulaire là-dessus. Donc agglomérer, c'est un bon mot, hein, on l'utilise pas sans arrêt, ça veut dire mettre des choses ensemble, hein, comme le bois aggloméré qui va être mélangé. L'accession, c'est peut-être un mot auquel on pense pas tous les jours non plus. Adjonction, pour donner un mot plus évolué que le mot ajout, simplement. Quant à adhésion et agrément, ce sont aussi des mots plutôt rares, donc automatiquement soutenus, qui auront leur place, peut-être pas en poésie, pour le mot adhésion qui est du langage, enfin, on va dire un petit peu administratif, mais le mot agrément, lui, peut tout à fait avoir sa place en poésie, par exemple. Exercice 5, compléter ces mots avec des préfixes. Donc, admettre ou commettre, ou soumettre aussi, pourquoi pas. Agrandissement, on vous propose. Attendre, vous avez peut-être mis détendre ici. Conforme ou bien informe. Et acquérir, voilà, avec encore une fois ce CQU derrière. C'est le verbe quérir en ancien français, qui est un verbe fourre-tout, qui a des sens très très étendus, dont celui d'aller chercher et aussi le sens de la question. Hop, voilà. Donc, employer les mots de l'exercice 5, chacun dans une phrase qui en éclaire le sens. Donc là, on n'avait pas de correction proposée. Alors, on va les refaire des phrases. Donc, hop là. Par exemple, il a commis un crime. L'agrandissement de cette photo la met en valeur. J'ai attendu toute la journée. Cette copie est conforme à l'original et grâce aux vidéos, j'ai acquis une solide culture littéraire en poésie. Allez, envoyons-nous des fleurs. Voilà, voilà. Donc pour demain, on tourne la page. Je vous demande de faire, enfin pas pour demain, pardon, pour jeudi, je vous demande de faire la page 106. Donc on va travailler non plus sur les préfixes, mais sur les suffixes. Un petit tour sur la leçon. Donc pour ceux qui auraient encore du mal avec ça, le préfixe précède, le suffixe suit. Donc le suffixe, c'est les petits mots qu'on met à la fin d'un radical, ou en tout cas d'un mot simple, et non pas au début, pour former un mot de la même famille. Donc suffixe, alors on vous parle du suffixe war qui sert à former des noms masculins, war avec un E pour des noms féminins, oui, certes, alors il y a énormément d'autres suffixes. On vous parle des suffixes et ou ot, jardinet, palot, palotte, maisonnette. Et c'est tout. Alors, c'est un peu dommage, il y a donc énormément d'autres suffixes. On a les suffixes en art, par exemple, qui sont tous péjoratifs. Je pense à blafard, par exemple, au camard qu'on a dans la poésie, le nez camard dans la balade à la lune. On a d'autres suffixes encore qui vont former des noms, les suffixes t, te, beau, beauté, pelle, pelleté, etc. Alors pelleté, j'ai cité un exemple, c'est «e» pour une fois, mais sur le beau, beauté, il y en a plein. On a les suffixes qui se terminent par «ance», adolescence, inflorescence, etc., qui vont créer des noms essentiellement. Voilà, on a énormément de suffixes qui servent donc à transformer des noms en adjectifs, des adjectifs en noms, etc. Et puis on pourrait considérer, c'est la page d'à côté, que le suffixe en «ment», il transforme des adjectifs en adverbes, par exemple. Précise, précisément. Donc on connaît tout ça. Voilà, donc la famille des suffixes, elle est très très large. Ça, c'est ce qui est à faire pour demain. Alors initialement, j'avais prévu de faire l'étude de À une passante et finalement j'ai changé d'avis. En me réécoutant hier,
après avoir enregistré la vidéo, je me suis aperçue que quand j'ai lu les poésies, j'ai privilégié le ton et la syntaxe pour que vous compreniez bien le sens de la poésie. Et ce faisant, de temps en temps, je trouve qu'on n'entend pas les rimes. Voilà, je ne sais pas si ça vous a frappé, vous pourrez mettre vos commentaires en bas des vidéos. En tout cas, moi-même, en me réécoutant, je me suis dit, mais oh là, là, j'ai raté une rime. Parfois, c'est pas toujours évident. Donc, finalement, je vais faire de la lecture de poésie encore cette séance aujourd'hui, et on fera jeudi l'étude de À une passante, l'interversion n'est pas bien grave. Alors, du coup aussi, j'ai décidé de vous afficher le poème que je lis pour que vous puissiez mieux vous figurer les rimes. Voilà, donc c'est comme vous voulez. Soit vous pouvez juste écouter, soit écouter et suivre des yeux. En tout cas, je vais faire attention à plus m'arrêter au bord de la rime, justement. Alors, on va faire un essai avec Mon rêve familier, qui est ici de Paul Verlaine. Donc aujourd'hui, je vous lis des poèmes du 19e siècle qui sont dans le recueil que je vous ai mis dans le drive. Donc je lirai des poèmes du Biblio-Collège après, c'est prévu. Et je vais m'attaquer à Verlaine. Hier, on a fait d'autres, enfin, vous avez entendu d'autres auteurs. Donc Verlaine, justement, voilà, je vais vous lire le poème peut-être comme je l'aurais lu hier, enfin, en tout cas la première strophe. Hier, je me suis vraiment attachée à respecter la grammaire. Et vous voyez, il y a ce qu'on appelle des enjambements. On n'a pas encore vu ça, hein. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue. En fait, on voit bien que cette phrase, syntaxiquement, le premier vers et le deuxième vont ensemble. Ce qu'on appelle un enjambement, c'est le fait que le vers enjambe du vers 1 au vers 2. Ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue, tout ça, c'est le rêve d'une femme inconnue. Donc, si je lis cette phrase en m'arrêtant à pénétrant, eh ben, ça va être un peu bizarre. En même temps, donc, normalement, la poésie me commande de m'arrêter un petit peu à pénétrant pour qu'on entende la rime. Et donc hier, je trouve justement que je n'ai pas assez bien marqué la fin de ces poèmes. Hier, j'ai lu quelque chose comme je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui naît chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Alors quand je lis comme ça, on comprend bien ce que je raconte, que c'est donc une femme inconnue qu'il aime, qu'elle aime et qu'il aime, etc. Mais on perd, je trouve, la sonorité des rimes. Donc aujourd'hui, je vais essayer de m'arrêter plus au niveau des rimes. Donc probablement le poème va peut-être être un petit peu plus difficile à comprendre pour vous, mais je vous le mets sous les yeux pour essayer de rattraper ça. Comme ça, vous pouvez le lire en même temps que moi. Voilà, donc Verlaine, il aime déstructurer l'alexandrin. Donc là, on le voit bien justement parce qu'il y a beaucoup d'alexandrins qui courent d'un vers sur un autre, enfin plutôt de phrases qui courent d'un alexandrin sur un autre, comme cette toute première. C'est plein de répétitions, et vous allez voir que contrairement à ce magnifique poème que je vous ai lu hier, donc Spleen, qui est bourré d'images, de mots soutenus, de sonorités incroyables, eh bien Verlaine, on est tout en sonorité, mais plutôt avec des mots très simples, même des mots carrément triviaux, comme le mot problème, on se demande ce qu'il vient faire là, transparent, à la rime, franchement. Tous les mots qui sont à la rime, en général, ce sont des mots sur lesquels on veut insister. On a une banalité sans nom dans tout ce vocabulaire du début. Donc ce qui importe à Verlaine, c'est de montrer qu'on peut faire de la poésie avec des mots simples. Tant mieux pour vous. Quand vous allez écrire des poésies, eh bien vous pourrez vous aussi faire avec des mots simples. Et ce que veut Verlaine, c'est du frisson, de la musique, qu'on puisse se sentir dans ce rêve-là, tout amoureux comme l'est Verlaine. Bon, alors, pour le coup, la fin du poème n'est pas très gaie, puisque, en fait, cet amour perdu, on étudiera ce poème, donc je n'anticipe pas trop, mais cet amour perdu, c'est peut-être un amour imaginaire qui n'a pas forcément existé. C'est sa femme idéale. Alors, c'est parti pour mon rêve familier. Donc après, je vous lirai d'autres poèmes de Verlaine qui sont en dessous. Mon rêve familier. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Car elle me comprend et mon cœur, transparent, pour elle seul, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seul et les moiteurs de mon front blême,
Elle seule laissait rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore. Son nom? Je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues, et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Donc, vous voyez, c'est pas évident, hein. Je pense que je pourrais lire ce poème 2, 3 fois avant d'être, j'allais dire au top, non, même pas d'être au top d'ailleurs. Il est pas facile du tout. Si on veut essayer de respecter l'écoute de la rime, enfin vous donner une bonne écoute de la rime et en même temps le sens de ce poème avec ses phrases. Alors, la chanson d'automne, celle-là, je ne vais pas vous la lire, mais c'est simplement pour que vous voyez que Verlaine, il aime donc déstructurer les choses, comme je l'ai dit, et là, il va faire des vers 4-4-3. Les sanglots longs, des violons de l'automne. Donc, on a 4-4-3. Blesse mon cœur, 4, d'une langueur, 4, monotone, 3. Donc, 4-4-3, 4-4-3, c'est pas un rythme très commun. Et puis, on a donc ce célèbre final, et je m'en vais au vent mauvais, qui a même été mis en chanson, donc avec encore une fois du langage très trivial, même avec le de ça, de là, pareil à là, feuille morte. Alors autant vous dire qu'on n'a jamais vu rimer de ça, de là, pareil à là. Un déterminant à la rime, c'est au 19e siècle, c'est du jamais vu, il y en a qui n'en dorment pas. D'ailleurs, comme le LA ici, totalement inconvenant à cet endroit-là. On ne peut pas s'arrêter sur ce verbe avoir à la rime, hein, c'est impossible. Donc voilà, Verlaine, c'est vraiment un précurseur, quelqu'un qui a une audace exceptionnelle. Alors, le colloque sentimental, donc là, il est réparti en 2 fois sur mes colonnes, là, parce que j'avais compacté au maximum ce texte pour l'imprimer en le moins de pages possible. Je n'ai pas défait toute cette mise en page parce que ça me casse les pieds. Donc voilà, il est un petit peu en 2 morceaux. Je vérifie si je dois dire vieux parc ou vieux parc. Donc, dans le vieux parc solitaire et glacé, j'ai dit ça. Donc, il n'y a pas de diérèse sur vieux. Ce qui fait que s'il n'y en a pas ici, il n'y en aura pas non plus ici. Ça, c'est quand même une règle. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux formes ont tout à l'heure passé. Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles, et l'on entend à peine leurs paroles. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux spectres ont évoqué le passé. Te souvient-il de notre extase ancienne? Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne? Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom? Toujours vois-tu mon âme en rêve? Non. Ah, les beaux jours de bonheur indicible, où nous joignions nos bouches, c'est possible. Qu'il est bleu le ciel et grand l'espoir. L'espoir a fui, vaincu vers le ciel noir. Tels ils marchaient dans les avoines folles, et la nuit seule entendit leurs paroles. Donc ce poème est horrible. On imagine un homme qui parle à une femme, hein, ou l'inverse. Te souvient-il de notre extase ancienne? Ton cœur bat-il à mon nom? Nous joignons nos bouches. Et l'autre personne ne lui renvoie que des fins de non-recevoir. Pourquoi voulez-vous qu'il m'en souvienne? Non, c'est possible. Et puis l'espoir a fui. Bon, voilà, pas très gai ce poème-là. Bon, dans les poèmes d'amour en général, il y a beaucoup d'amour malheureux. Alors, je vous lis celui-ci que j'aime beaucoup. Bon, forcément, ceux que j'ai mis dans le recueil, de toute façon, je les aime tous, mais on a un bon exemple de poèmes déconstruits. On pourrait presque se dire, mais attends, c'est un enfant de 5 ans qui a écrit ça. C'est tout ce qu'aime Verlaine. Il aime jouer avec les mots et ça va vous montrer qu'on peut tout à fait jouer sur les sonorités avec des mots, donc, comme je disais tout à l'heure, extrêmement simples. Oh triste, triste était mon âme, à cause d'une femme. Je ne me suis pas consolée, bien que mon cœur s'en soit allé.
Bien que mon cœur, bien que mon âme eussent fui loin de cette femme, je ne me suis pas consolée, bien que mon cœur s'en soit allé. Et mon cœur trop sensible, dit à mon âme, est-il possible? Est-il possible? Le fut-il? Ce fier exil, ce triste exil? Mon âme dit à mon cœur, sais-je, moi-même que nous vaut ce piège, d'être présent bien qu'exilé, encore que loin, en aller? Et après Verlaine, Rimbaud, alors si nous étions en classe, je vous parlais de Verlaine et Rimbaud, donc c'est un couple improbable de la littérature, donc Monsieur Verlaine marié à Madame Verlaine tombe en amour devant Arthur Rimbaud qui a à peu près, je crois, 15 ans de moins que lui à l'époque. Arthur Rimbaud a même pas une vingtaine d'années. Donc ils forment un couple très connu de la littérature. Jusqu'à ce que ça se termine mal, c'est-à-dire que Rimbaud n'est peut-être pas foncièrement homosexuel. D'ailleurs, Verlaine non plus, puisque Verlaine a à la fois une femme et un amant. Et donc Rimbaud s'est laissé instruire par Verlaine, un petit peu à l'image de ce qu'on faisait dans l'Antiquité, quand un mentor prenait sous son aile un jeune homme qui l'instruisait dans tous les domaines, y compris celui de la sexualité, et ce n'était pas vraiment pour autant que ces personnes-là étaient fondamentalement homosexuelles. Donc pour Rimbaud, c'est pareil, à 25 ans ou 22 ans, peut-être même avant, il en a assez de cette relation, ça se termine très mal. Verlaine ne supporte pas que Rimbaud y mette un terme. Verlaine lui tire dessus. Il va en prison. En prison, il écrit un certain nombre de poèmes très émouvants dans lesquels il regrette son geste. Et Rimbaud, qui est un génie de la littérature, écrit le maximum de ses poèmes entre 17 et 22 ans, si ma mémoire est bonne. Ensuite, il va faire du braconnage en Afrique. Il se tire malencontreusement une balle dans le pied et il finit mort de la gangrène à 30 et quelques. Bon, c'est vraiment une espèce de génie fugace qui passe dans la littérature et qui meurt. Voilà, donc je pense que vous connaissez tous les noms de Verlaine et de Rimbaud. Vous les avez peut-être déjà associés dans votre tête, un petit peu comme Voltaire et Rousseau sont ennemis. Donc Rimbaud et Verlaine, c'est l'inverse, hein, ils sont amis. Et donc ils ont un style de poésie qui s'influence l'un l'autre. Donc Rimbaud écrit ce poème voyelle très tôt. On pourrait aller chercher l'âge qu'il avait exactement, donc avant 20 ans. Et il l'écrit une fois en poésie, comme ça. Donc ça, c'est un sonnet. Alors, je suis désolée, il y a des mots qui devraient être à la suite du texte là, mais comme j'ai fait un tableau, il n'y arrive pas. En tout cas, ce sont bien deux quatrains. Et il a réécrit une version de ce poème poème en prose, ici. Donc, vous allez voir la parenté entre les deux. Et donc, c'est bien, vous voyez, Arthur Rimbaud, Une saison en enfer, et Arthur Rimbaud, Poésie. Donc, ce sont dans deux recueils différents. Ce poème s'appelle Voyelle. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Je dirai quelque jour vos naissances latentes. A noir corset velu de mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles. Golfe d'ombre. E, candeur des vapeurs et des tentes. Lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombrelle. I pourpre, sans cracher, rire de lèvres belles, dans la colère ou les ivresses pénitentes. U, cycle, vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides, que l'alchimie imprime au grand front studieux. O, suprême clairon plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges, ô l'oméga, rayon violet de ses yeux. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il cherche à dire? Il avait fumé, il avait bu. Alors
On ne sait pas. Sachez que depuis Baudelaire, les poètes du 19e ne lésinent pas devant toutes les substances possibles pour arriver à devenir soit un poète maudit qui a plein de choses à raconter, soit un poète en état d'extase qui va pouvoir traduire en mots les rêves bizarres qui lui viennent alors qu'il est en train de fumer de l'opium, par exemple, ou de boire de l'absinthe. Donc, Rimbaud ne fait pas exception à la règle. En revanche, je trouve très intéressant ce A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, parce que quand j'ai lu ce poème, je pense que pour ma part, j'étais plutôt peut-être au lycée. Ça a été une vraie révélation et je me suis dit, mais bien sûr, U vert, évidemment, U vert. Alors je ne sais pas, vous pouvez me partager si pour vous c'est une évidence que O est bleu. Ça aussi pour moi c'était une évidence. A noir, E blanc, peut-être pas. Mais en tout cas les trois autres, je crois que je me serais bien entendue avec Arthur Rimbaud. Alors la même chose en poème en prose. Vous voyez, on retrouve les couleurs en deuxième partie ici. À moi, l'histoire d'une de mes folies. J'aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanque, enseignes, enluminures populaires. La littérature démodée, latin d'église, les livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeuls, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéras vieux, refrainières, rythmes naïfs. J'inventais la couleur des voyelles. A noir, E blanc, I rouge, O bleu, U vert. Je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne. Et, avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible, un jour ou l'autre, à tous les sens. Je réservais la traduction. Ce fut d'abord une étude. J'écrivais des silences, des nuits. Je notais l'inexprimable. Je fixais des vertiges. Donc pour ceux qui aiment bien la poésie et pour ceux qui partent rapidement en rêve en écoutant ça, ce qui est mon cas, alors je ne sais pas si je devrais vous conseiller une saison en enfer, peut-être que vous n'en profiterez pas tout à fait encore à 14-15 ans, mais notez-le dans un coin de votre tête, c'est vraiment un recueil absolument magnifique. Prochaine lecture, du coup peut-être la semaine prochaine, ce sera sur le XXe siècle, puisque donc nous étudierons un poème de Baudelaire à une passante ce jeudi, et nous ferons donc la correction des exercices, page 106, que je vous ai donné à faire pour donc jeudi. Voilà, bonne journée à vous tous, à bientôt.